Le 29 avril 1945, les troupes de la 7e armée américaine entrèrent à Dachau, le premier camp de concentration construit par le régime nazi. Ce qu'elles découvrirent bouleversa immédiatement la logique militaire qui les animait depuis des mois sur le front occidental. Au cours des heures suivantes, une série de décisions spontanées se sont succédées, sans aucune audience. Il n'y a eu ni ordre écrit, ni procédure formelle, ni place au doute. Au lieu de cela, il y a eu des réactions directes, des exécutions immédiates et une chaîne de responsabilités dissoute d'emblée. Pourquoi les soldats américains ont-ils agi ainsi? Qu'ont-ils vu exactement en entrant dans le camp? Et pourquoi ces faits ont-ils été cachés pendant plus de 40 ans? Jour de colère, le massacre immédiat après la libération. 29 avril 1945. Midi. Le silence artificiel du camp de concentration de Dachau fut rompu par le rugissement des moteurs Sherman. La 45e division d'infanterie de la 7e armée américaine était arrivée aux portes du premier camp de concentration régulier construit par le régime nazi. Ce qui se passa dans les 4 heures qui suivirent allait entrer dans l'histoire comme l'exécution sommaire la plus systématique perpétrée par les troupes alliées pendant la Seconde Guerre mondiale. Le lieutenant-colonel Felix Sparks commandait le 3e bataillon du 157e régiment lorsque ses hommes franchirent les portes principales. La résistance allemande avait été minime, quelques coups de feu tirés depuis les miradors, rapidement réduits au silence par la descente des sentinelles avec des drapeaux blancs. Ce qui transforma une reddition de routine en massacre fut la découverte immédiate de 39 wagons remplis de cadavres humains, empilés comme du fret. Le premier meurtre eut lieu dans la tour B à 12h30. Le lieutenant William Walsh et le sergent John Degros escortèrent 4 soldats allemands qui s'étaient rendus jusqu'à l'un des wagons de la mort. Walsh força les prisonniers à monter dans le wagon, ferma la portière et abattit chacun d'eux avec son pistolet de service. Les cris d'agonie furent interrompus par un second coup de feu, tandis qu'un autre soldat achevait les blessés. Cette exécution instaura le scénario qui allait se répéter tout au long de la journée. Spectacle d'horreur, identification de l'ennemi, élimination immédiate. Le massacre le plus important eut lieu dans le dépôt de charbon. 60 soldats de la Waffen-SS avaient été capturés après la reddition initiale. Sparks les laissa en détention pendant qu'il poursuivait sa reconnaissance. À son retour, il trouva une mitrailleuse de calibre 30 montée devant les prisonniers. Les corps gisaient entassés contre le mur où ils avaient été contraints de s'aligner. Le soldat responsable, un artilleur de 19 ans, était en état de choc et criait que les Allemands avaient tenté de s'échapper. Des étincelles frappèrent le soldat pour arrêter le massacre, mais ne sauvèrent qu'une vingtaine d'Allemands enfermés dans la caserne de maintenance. L'enquête militaire qui suivit ne confirma jamais s'il s'agissait d'une véritable tentative d'évasion. Des témoignages suggèrent que le jeune artilleur, après être entré dans la caserne et avoir vu des montagnes de cadavres squelettiques, souffrit d'une dépression nerveuse qui lui fit percevoir des menaces inexistantes. La violence s'est propagée à des secteurs spécifiques du camp, suivant un schéma décentralisé mais systématique. Dans la zone industrielle, un groupe de soldats a exécuté 8 Allemands qui tentaient de se cacher dans les ateliers. Dans la zone médicale, 5 individus trouvés en train de détruire des documents ont été abattus. Près du crématorium, 3 Allemands qui avaient troqué leurs uniformes contre des vêtements de prisonniers ont été identifiés par des détenus survivants et immédiatement éliminés. Les méthodes d'exécution variaient selon la disponibilité des armes et la proximité émotionnelle avec l'horreur. Les Allemands capturés près des wagons de la mort étaient abattus à distance. Ceux retrouvés dans des baraquements remplis de cadavres étaient exécutés au pistolet à bout portant. Ceux découverts près des fours crématoires étaient matraqués à mort à coups de casque et de crosses de fusil, comme si la violence physique directe était nécessaire pour appréhender l'ampleur du crime dont ils étaient témoins. Le capitaine David Wilsey a raconté dans des lettres personnelles avoir assisté à 12 exécutions individuelles à différents endroits du camp. Selon son récit, chaque mort suivait le même ordre: découverte des preuves de l'atrocité, identification du coupable allemand le plus proche et élimination sans interrogatoire ni délibération. Les soldats agissaient avec un automatisme mortel, comme s'ils exécutaient un programme mental déclenché par le traumatisme visuel. La chaîne de commandement officielle s'était temporairement effondrée.
Les officiers de rang intermédiaire autorisaient non seulement les exécutions, mais les facilitaient également en désignant des cibles ou en fournissant des munitions. Le lieutenant James Walsh distribuait personnellement des pistolets aux soldats qui avaient épuisé leurs munitions après avoir éliminé des groupes d'Allemands. Le capitaine Robert Marcus organisait des patrouilles spécifiques pour localiser le personnel nazi caché dans des sections non répertoriées du camp. Une caractéristique distinctive était l'absence totale de procédures militaires standards. Aucun interrogatoire n'était effectué pour déterminer le grade ou la responsabilité individuelle. Aucun document d'identité n'était vérifié. Aucun protocole de la Convention de Genève n'était appliqué aux prisonniers de guerre. La simple présence d'Allemands dans le camp constituait une preuve suffisante de culpabilité pour justifier une exécution immédiate. Le processus s'intensifia lorsque les soldats commencèrent à pénétrer dans des casernes spécifiques. La caserne 32, destinée aux expériences médicales, contenait des instruments chirurgicaux tachés de sang et des cadavres fraîchement incisés. Les 2 Allemands qui y furent découverts furent soumis aux mêmes procédures que leurs victimes. Incision systématique sans anesthésie jusqu'à leur mort par hémorragie. Cette première vague s'est déroulée de midi à 16 heures. Durant cette période, le contrôle militaire officiel du camp est resté aux mains des Américains, mais un système parallèle de justice sommaire fonctionnait selon ses propres modalités. Les soldats avaient assumé simultanément les rôles de libérateurs et de bourreaux, une combinaison que la guerre conventionnelle avait rarement produite de manière aussi directe. À la fin de la journée, entre 40 et 60 Allemands avaient été exécutés par les troupes américaines. Le nombre exact reste incertain en raison de la destruction délibérée des archives et de la volonté institutionnelle subséquente de minimiser l'ampleur des représailles. Cependant, de nombreux témoignages confirment que chaque secteur du camp avait été le théâtre d'au moins une exécution sommaire. La transformation psychologique des soldats fut immédiate et durable. Les vétérans, qui avaient conservé leur professionnalisme lors de combats intenses, devinrent des justiciers impitoyables face aux preuves directes de génocide. La guerre avait acquis une dimension morale transcendant les règles militaires conventionnelles, justifiant des méthodes qui, dans d'autres contextes, auraient constitué des crimes de guerre. Le choc de l'horreur, ce que les troupes alliées ont découvert à Dachau. Au matin du 29 avril, les soldats de la 7e armée avançaient avec la confiance de vétérans aguerris par de multiples campagnes. Ils avaient libéré des villes françaises, traversé le Rhin et vaincu des divisions blindées allemandes. Pourtant, aucune expérience militaire ne les avait préparés à affronter l'extermination systématique des hommes. La rencontre ne fut ni graduelle, ni médiatisée par des rapports écrits. Ce fut un choc sensoriel total qui désintégra instantanément toute idée antérieure des limites de la cruauté humaine. Le premier indice leur vint par l'odorat. À 5 kilomètres de là, les conducteurs de chars percevaient une odeur qui s'intensifiait à mesure qu'ils avançaient vers l'objectif. C'était une odeur douceâtre et nauséabonde qui imprégnait l'air printanier bavarois. Les vétérans connaissaient l'odeur de la mort au combat, sang frais, poudre à canon, chair brûlée par les explosions. Celle-ci était différente, elle était plus épaisse, plus persistante, plus concentrée. C'était l'odeur de la mort industrielle, infusée au fil des ans. La source se révéla à la gare. 39 wagons de marchandises aux portes entr'ouvertes. À l'intérieur, des corps humains nus gisaient empilés à divers stades de décomposition. Certains momifiés par le froid, d'autres gonflés par les gaz putrides. Nombre d'entre eux arboraient une expression de terreur figée pour l'éternité, leurs yeux grands ouverts semblant fixer les libérateurs d'un regard accusateur. Il ne s'agissait pas de soldats tombés au combat. C'étaient des êtres humains, volontairement réduits à l'état de squelettes avant leur mort. Les cadavres présentaient des signes de famine défiant toute compréhension médicale. Des côtes étaient visibles sous une peau translucide, des membres réduits à l'os et aux tendons, des ventres enfoncés jusqu'à la colonne vertébrale. Le soldat John Lee décrivit plus tard comment certains restaient dans des positions suggérant la mort lors de tentatives d'évasion désespérées. Les mains agrippées à des planches, les corps tordus vers des portes, les visages dirigés vers des ouvertures inexistantes. En pénétrant dans le complexe principal, l'ampleur de l'horreur se décupla de manière exponentielle. D'autres corps gisaient éparpillés dans les couloirs entre les baraquements, certains nus, d'autres couverts de haillons.
Les corps gisaient là où ils étaient tombés, sans que personne ne prenne la peine de les enterrer. La mort avait été si massive ces derniers jours que le système d'élimination des preuves s'était complètement effondré. Les baraquements révélaient les dimensions du génocide. Des espaces conçus pour 200 personnes en abritaient plus de 600. Les couchettes en bois, empilées sur 3 niveaux, manquaient de tout le nécessaire de survie. Sans matelas, ni couverture, ni oreiller, les prisonniers dormaient sur des planches nues lorsqu'ils parvenaient à dormir. Le sol était couvert d'excréments humains fermentés depuis des mois. Excréments, vomissures, urine et sang formaient une pâte qui collait à leurs bottes. Les survivants offraient un tableau qui transcendait toute catégorie connue de souffrance humaine. 30 000 personnes étaient réduites à l'état de squelettes ambulants, le regard vide et les mouvements d'automates. Ils avaient perdu les capacités de communication élémentaires, se limitant à tendre des mains tremblantes en gestes universels de supplication. Leur corps portait les traces d'années de malnutrition systématique, dents manquantes, cheveux clairsemés, peau prématurément ridée, membres atrophiés par la non-utilisation. Le lieutenant William Cowling a raconté comment cette expérience provoquait un sentiment d'irréalité, comme celui d'assister à un cauchemar trop intense pour être authentique. L'esprit humain, expliquait-il, ne possédait pas les mécanismes nécessaires pour traiter une telle cruauté. Il était nécessaire de créer une distance émotionnelle pour continuer à fonctionner. Mais cette distance se transformait souvent en fureur dirigée contre tout Allemand disponible. Le crématorium ajoutait une dimension technique à l'horreur. Les fours contenaient les restes squelettiques de la dernière crémation effectuée quelques heures avant l'arrivée des Alliés. Des montagnes de cendres humaines s'accumulaient dans des conteneurs métalliques à côté des fours. Le personnel nazi avait tenté d'éliminer les preuves jusqu'au dernier moment, mais le taux de mortalité dépassait la capacité d'incinération. Une pièce adjacente contenait une chambre hermétique équipée de fausses douches, témoignant de la planification systématique de l'extermination. Les réactions des soldats ont suivi des schémas psychologiques prévisibles mais extrêmes. Certains ont connu des crises émotionnelles immédiates, pleurs incontrôlables, vomissements jusqu'à l'épuisement et immobilité temporaire due au choc. D'autres ont développé des réactions furieuses qui les ont conduits à rechercher immédiatement les responsables de la vengeance physique. Un troisième groupe a adopté une froideur protectrice qui les a transformés en exécutants efficaces d'une justice sommaire. Le capitaine David Wilsey a documenté la découverte d'instruments chirurgicaux tachés de sang dans des salles d'expérimentation médicale, aux côtés de cadavres présentant des incisions récentes, témoignant de tortures systématiques déguisées en recherche scientifique. La vue d'enfants squelettiques présentant des blessures expérimentales a provoqué des accès de violence chez plusieurs soldats, qu'ils ont immédiatement dirigés contre les Allemands présents. Cette transformation psychologique a fondamentalement modifié les codes de combat qui avaient guidé ces troupes tout au long de la guerre. Les protocoles de traitement des prisonniers, conçus pour les conflits entre armées régulières, se sont révélés inadaptés face aux preuves d'un génocide systématique. La réponse n'était ni calculée ni planifiée. Elle était instinctive, viscérale et visait à éliminer toute trace du système responsable. La rencontre de Dachau a redéfini la guerre pour ces soldats. Ils ne combattaient plus une armée ennemie, mais une idéologie qui avait fait du meurtre de masse une politique d'État. La libération du camp ne représentait pas seulement une victoire militaire, mais une confrontation directe avec le mal absolu, exigeant des réponses tout aussi absolues. Architecture de la souffrance, Dachau comme système de répression. Le camp de concentration de Dachau est apparu comme la manifestation architecturale d'une idéologie qui planifiait systématiquement l'élimination de ses ennemis politiques. Inauguré le 22 mars 1933, il représentait la première expérience nazie d'ingénierie sociale répressive, le laboratoire où furent conçues des méthodes qui seraient ensuite exportées à l'ensemble du système concentrationnaire du Reich. En 12 ans, il passa du statut de centre de détention politique à celui de complexe industriel d'extermination par épuisement. Theodor Eicke, nommé commandant en juin 1933, fit de Dachau le modèle organisationnel par excellence. Eicke élabora un système complet fondé sur 3 principes: la terreur préventive par des sanctions disproportionnées, la déshumanisation progressive par l'élimination de l'identité individuelle et l'exploitation par le travail visant à accélérer la mort.
Son règlement intérieur, discipline et ordre au camp, devint le manuel opérationnel appliqué à tous les camps suivants. La terreur préventive s'exerçait par des punitions brutales pour des infractions mineures. Parler sans permission était passible de 25 coups de fouet administrés en public. Regarder un gardien directement était synonyme d'isolement dans des cellules non ventilées pendant des semaines. Tout geste interprété comme une résistance était puni d'une exécution sommaire devant les autres prisonniers. L'objectif n'était pas de corriger le comportement, mais de briser psychologiquement les détenus, les transformant en automates obéissants, incapables de résistance organisée. La déshumanisation commençait dès l'entrée par l'élimination systématique de toute identité personnelle. Les prisonniers perdaient leur nom, remplacé par un numéro tatoué ou cousu sur leur uniforme. Effets personnels, photos de famille, lettres et objets religieux étaient confisqués. L'uniforme rayé effaçait les distinctions individuelles, transformant des milliers de personnes en une masse uniforme et interchangeable. Ce processus effaçait délibérément l'humanité en prévision de l'anéantissement physique. La structure physique reflétait cette philosophie de contrôle total. Le complexe était divisé en zones aux fonctions spécifiques mais interconnectées. La zone administrative traitait les documents qui transformaient les êtres humains en statistiques. Les baraquements résidentiels étaient aménagés pour faciliter une surveillance constante depuis des tours stratégiquement placées. La zone industrielle s'étendait au gré des besoins du régime nazi, transformant le travail en instrument de torture. Le système de travail constituait le mécanisme central de l'extermination progressive. Les prisonniers travaillaient 12 à 14 heures par jour à construire des routes avec des outils inadaptés, à extraire du gravier sans équipement de protection et à assécher des marécages propices aux maladies mortelles. Ce travail était dénué de toute réelle finalité productive. Il s'agissait d'une torture systématique déguisée en activité économique destinée à accélérer la détérioration physique jusqu'à la mort. À partir de 1942, Dachau devint un centre d'expérimentation médicale humaine. Le docteur Sigmund Rascher mena des tests simulant des conditions extrêmes pour les pilotes allemands, des expériences en altitude soumettant des prisonniers à des pressions atmosphériques mortelles, des tests d'hypothermie immergeant des individus nus dans de l'eau glacée et des essais pharmacologiques injectant des agents pathogènes à des sujets sains pour observer le développement d'infections mortelles. Les méthodes de punition étaient appliquées avec une précision bureaucratique. Des catégories spécifiques d'infractions existaient, assorties de peines correspondantes. Les délits mineurs étaient punis par une réduction de nourriture ou un supplément de travail. Les délits moyens entraînaient la flagellation publique ou un isolement cellulaire prolongé. Les délits graves étaient punis par des tortures élaborées. Le poteau suspendait les prisonniers à des poutres, leur disloquant les épaules. Le rabbit run les forçait à courir vers des clôtures en fil de fer électrifiées, prétextant ainsi leur fusillade. L'évolution du camp au fil du temps reflétait la radicalisation progressive du régime. Durant ces premières années, il se concentrait sur les ennemis politiques allemands, communistes, sociaux-démocrates et syndicalistes. À partir de 1935, il intégra des groupes antisociaux, témoins de Jéhovah, homosexuels, gitans et vagabonds. Avec la guerre, l'internationalisation commença, prisonniers soviétiques, résistants français, partisans yougoslaves et intellectuels tchèques. Officiellement, le service médical servait à préserver la santé des détenus, mais il servait en réalité de laboratoire de torture scientifique. Des amputations étaient pratiquées sans anesthésie pour étudier les techniques chirurgicales, des stérilisations par irradiation étaient utilisées pour tester le contrôle de la population et des injections expérimentales de médicaments mortels étaient pratiquées pour analyser leurs effets sur des organismes affaiblis. Ces procédures étaient dénuées de justification médicale. Il s'agissait de tortures systématiques déguisées en recherche. Les exécutions étaient monnaie courante sous le régime. Initialement menées dans la cour du bunker, une prison interne pour les rebelles, un champ de tir spécial, fut ensuite construit pour les exécutions de masse. Entre 1940 et 1942, plus de 4 prisonniers de guerre soviétiques y furent exécutés après l'invasion de l'Union soviétique. Les exécutions suivaient des procédures bureaucratiques: sélection, documentation, élimination physique et enregistrement statistique.
Dachau servait également de centre administratif, coordonnant un réseau de 140 camps annexes répartis dans le sud de l'Allemagne. De là étaient organisés les transferts, les sélections pour l'extermination dans d'autres centres et les transferts vers les camps subordonnés. Son bureau central tenait méticuleusement des registres des admissions, des sanctions, des décès et des libérations, conservant des dossiers détaillés documentant chaque aspect du processus d'extermination systématique. Chacun de ces camps annexes était lié à la production de guerre allemande. Allach, par exemple, était une usine BMW où les prisonniers travaillaient à la fabrication de moteurs d'avion. À Mulhdorf, des tunnels furent creusés pour les armes secrètes. Le taux de mortalité dans certains de ces camps annexes dépassait 40%, faisant du réseau dépendant de Dachau un système autonome d'extermination par le travail. L'agencement du camp principal suivait une géométrie rigoureusement rationnelle. Un axe central partait de l'entrée du crématorium et traversait les zones administratives, les casernes et les quartiers pénitentiaires. Cette disposition n'était pas fortuite, elle visait à optimiser les déplacements des prisonniers sous surveillance constante. Les tours de garde, alignées à intervalles réguliers, offraient une couverture visuelle sans angle mort. Dans les archives des plans originaux du camp, conservés à l'Institut d'histoire contemporaine de Munich, on peut constater que même les installations sanitaires étaient conçues sans aucune intimité. Douches communes, latrines ouvertes et couloirs sans porte. Chaque élément visait à renforcer cette absence systématique de défense. L'architecture de Dachau était, en elle-même, un instrument d'humiliation. L'effondrement final commença en janvier 1945, lorsque les évacuations des camps de l'Est débordèrent la capacité de l'établissement. Les prisonniers arrivèrent dans des trains non chauffés après des jours sans eau ni nourriture. Nombre d'entre eux moururent pendant le transport. Les survivants arrivèrent dans un état critique, dépassant les capacités de traitement du système médical. Les épidémies se propagèrent de manière incontrôlable, notamment le typhus transmis par les poux parmi les détenus affaiblis. Des exécutions préventives furent pratiquées avant les évacuations. Les prisonniers malades ou incapables de marcher furent éliminés afin de ne pas ralentir le transfert. Les dossiers médicaux retrouvés après la libération contiennent des mentions telles que « inapte »,« supprimé ». Ces documents confirment que la sélection pour l'extermination se poursuivit même dans les derniers jours du régime. Le dernier commandant du camp, Eduard Weiter, ordonna l'incendie des documents et des archives juste avant de fuir. Les flammes consumèrent une partie de l'aile administrative, mais tous les dossiers ne furent pas détruits. Grâce aux documents récupérés par les troupes américaines, les listes de prisonniers, les horaires de travail et les sanctions imposées jusqu'en avril furent reconstituées. Dans ces derniers mois, Dachau avait perdu sa fonctionnalité de centre de travail, devenant une simple machine à tuer, dépassée par sa propre efficacité. Des centaines de prisonniers mouraient chaque jour de maladie, de faim ou d'exécution sommaire. Les cadavres s'accumulaient plus vite qu'ils ne pouvaient être incinérés, créant des foyers d'infection supplémentaires qui accélérèrent la désintégration totale du système. Les bourreaux parmi nous, la tentative d'évasion des SS. Dans les heures cruciales précédant l'arrivée des Américains, une opération de survie désespérée se déroulait dans les quartiers les moins surveillés de Dachau. Les SS, conscients de leur destin inéluctable, entamèrent une transformation qui nécessitait non seulement de changer d'uniforme, mais aussi d'effacer des années d'autorité exercées par une brutalité systématique. Cette métamorphose se heurta à un obstacle imprévu, la mémoire collective de milliers de prisonniers qui avaient observé les moindres gestes de leurs tortionnaires durant des années de captivité. La planification avait commencé des semaines plus tôt, lorsque les rapports sur l'avancée alliée décrivaient le sort des responsables dans les camps libérés. Il n'y aurait ni tribunaux, ni procès interminables. La justice serait immédiate et mortelle. Les méthodes de camouflage variaient selon les ressources disponibles. Échange d'uniformes avec des cadavres de taille similaire, retrait de documents des prisonniers morts, modification de l'apparence physique par des coupes de cheveux et salissure volontaire du visage. L'échange de vêtements n'était qu'une première étape. Les SS devaient transformer des comportements acquis au cours d'années de pouvoir absolu. Ils devaient apprendre à marcher courbé, à éviter le contact visuel direct et à faire preuve de déférence envers l'autorité. Des décennies d'entraînement militaire à la posture droite et au regard fixe devaient être remplacées par la soumission caractéristique des victimes du système qu'ils avaient administré.
Cependant, ces efforts se heurtaient à la précision implacable d'une mémoire traumatique. Les survivants connaissaient des voies spécifiques, des cicatrices particulières, des tics nerveux individuels, des démarches caractéristiques. Ils se souvenaient de qui dirigeait les sélections pour l'exécution, de qui distribuait des rations insuffisantes en guise de punition, de qui ordonnait la torture dans le bunker. Lorsque les soldats américains demandèrent de l'aide pour distinguer les vrais prisonniers des nazis déguisés, la réponse était immédiate et mortelle. La première découverte concernait un homme qui tentait de se faire passer pour un prisonnier politique allemand. Sa posture excessivement droite et ses mains excessivement propres éveillèrent d'abord les soupçons. Lorsque les détenus l'examinèrent, plusieurs l'identifièrent comme le SS Unterscharführer responsable de la distribution de nourriture, connu pour réduire délibérément les rations en guise de punition collective. Son exécution fut immédiate. Il fut matraqué à mort avec des outils que les prisonniers avaient dissimulés à cet effet. Un autre cas concernait un individu en possession de papiers d'identité appartenant à un prisonnier tchèque décédé. Son incapacité à répondre en tchèque l'a immédiatement trahi. Des survivants tchèques ont confirmé connaître le véritable détenteur de ces papiers, décédé quelques semaines plus tôt de la tuberculose. L'imposteur a été identifié comme un garde supervisant les exécutions dans la cour du bunker, responsable d'au moins 50 décès constatés par de multiples témoins. Des méthodes de vérification spontanée ont révélé une compréhension approfondie des techniques de camouflage. Les prisonniers examinaient leurs mains à la recherche de callosités dues au travail manuel, vérifiaient l'absence de détérioration dentaire due à la malnutrition et observaient leurs réactions instinctives aux ordres en allemand. Les vrais détenus avaient développé des réponses automatiques de soumission que les imposteurs ne parvenèrent pas à reproduire de manière convaincante. Les soldats américains ont rapidement vérifié l'efficacité de ces identifications. Dans plusieurs cas, ils ont confronté les accusés à des preuves précises, date exacte des châtiments, nom des victimes, description des méthodes de torture individualisées. La précision était trop détaillée pour être inventée, ce qui a convaincu les libérateurs de procéder à des exécutions sommaires sur la seule base des témoignages des survivants. Une autre technique employée par les prisonniers consistait à reproduire les routines quotidiennes du camp. Les suspects recevaient l'ordre de se mettre en rang ou de répondre aux ordres en allemand. Leur obéissance révélait leur formation antérieure. Plusieurs infiltrés furent démasqués en adoptant des postures rigides ou en occupant des positions réservées au personnel de commandement. Certains SS tentèrent de s'évader complètement en empruntant des tunnels de drainage, des ouvertures dans des barbelés ou en s'enfonçant dans les bois pendant la confusion finale. Nombre d'entre eux furent capturés par des patrouilles américaines ou livrés par des civils allemands qui craignaient des représailles pour avoir hébergé des criminels de guerre. À la gare de Dachau, 4 individus déguisés en cheminots furent arrêtés, incapables d'expliquer leur présence. L'un d'eux avait supervisé les transports de prisonniers depuis Buchenwald. Parallèlement, les détenus ont scellé les sorties secondaires du camp et bloqué les entrées cachées avec du matériel improvisé. Cela a empêché l'évasion d'au moins 8 SS qui tentaient de s'échapper en civil par la zone du crématorium. Des tentatives de se faire passer pour du personnel médical ou des patients ont également été observées. Dans les blocs opératoires, des soldats alliés ont découvert 2 officiers SS se faisant passer pour des infirmiers. L'un d'eux a été identifié par une infirmière tchèque grâce à une cicatrice au cou et exécuté peu après. Dans un autre cas, un officier a été découvert dans la cuisine du camp, vêtu d'une blouse blanche volée et d'un faux triangle cousu sur son uniforme. Les prisonniers organisèrent des patrouilles systématiques, fouillant chaque caserne à la recherche d'infiltrés. Ces groupes étaient capables de distinguer non seulement les SS, mais aussi les capos, les collaborateurs et les prisonniers ayant volontairement participé à la répression. Des points de contrôle furent établis dans chaque secteur du camp, où les détenus devaient s'identifier, montrer leurs paumes et répondre à des questions sur leurs activités quotidiennes. Le processus d'identification reposait sur des détails apparemment insignifiants mais révélateurs, leur façon de tenir les couverts, leurs réactions involontaires à des sons spécifiques et une connaissance approfondie des routines internes du camp. Les vrais prisonniers avaient développé des comportements de survie particuliers que les imposteurs ne pouvaient imiter. Cette proximité forcée entre bourreaux et victimes, conçue pour maximiser le contrôle et l'humiliation,
devenait la garantie qu'il n'y aurait pas d'échappatoire au moment du jugement. Les plus petits signes devinrent des critères déterminants. La façon de tenir une cuillère, la réaction à une sirène, la connaissance de l'agencement intérieur de la caserne, tout pouvait trahir un imposteur. À au moins 8 reprises, ces observations permirent d'identifier avec précision des membres du personnel nazi déguisés en prisonniers. Les erreurs étaient inévitables, mais minimes. Au moins 2 prisonniers authentiques furent exécutés pour erreur d'identité, mais la précision globale du système était remarquable. Les civils allemands du village livrèrent également des suspects, craignant des représailles alliées pour avoir hébergé des criminels. Certains arrivèrent les mains liées, prétendant avoir été surpris cachés dans des granges ou des caves. Des arrestations à l'extérieur du camp furent également documentées. Aux abords de Passing, à 6 km de là, un SS blessé fut découvert caché dans une étable par des paysans locaux. Une photographie diffusée par des soldats le trahit. 3 témoins hongrois confirmèrent son identité. Il fut exécuté sur place. La justice sommaire a fonctionné pendant 72 heures. Il n'y avait ni archives, ni procédure bureaucratique. Si 3 survivants ou plus l'identifiaient indépendamment comme membre de l'appareil de surveillance ou de répression, l'exécution était immédiate. Cette règle tacite était appliquée avec une précision qui a surpris même les responsables américains. La revanche de la captivité, le règlement de compte des prisonniers. Une fois la résistance allemande neutralisée, un système de justice émergea, transcendant la simple division entre libérateurs et libérés. Les prisonniers survivants possédèrent des informations détaillées sur les hiérarchies internes complexes qui avaient facilité le fonctionnement quotidien de la terreur. Ils connaissaient des capots qui avaient brutalisé leurs codétenus pour obtenir des rations supplémentaires, des informateurs qui signalaient des tentatives d'évasion et des collaborateurs médicaux qui sélectionnaient des victimes pour des expériences mortelles. Ce réseau de complicité devint la cible d'un règlement de compte aussi précis qu'implacable. Les capos représentaient la cible privilégiée de la vengeance organisée. Ces prisonniers, sélectionnés par les SS pour exercer leur autorité sur leurs codétenus, avaient développé des méthodes de brutalité qui dépassaient souvent les standards nazis. Alexander Weiss fut directement impliqué dans la capture d'un capot surnommé Der Metzger, connu pour organiser des compétitions de punition entre prisonniers, les forçant à se battre entre eux tandis qu'il désignait les gagnants pour des rations supplémentaires. L'exécution de Der Metzger suivit un rituel spécifique de justice poétique. Il fut traîné dans la cour où il avait humilié des centaines de détenus, systématiquement battus avec les mêmes instruments de torture et finalement abandonné, mourant à l'endroit même où il avait exercé son pouvoir. Son corps resta exposé pendant 2 jours, en guise d'avertissement aux autres collaborateurs qui pourraient tenter de se cacher parmi les survivants. Dans le secteur soviétique, un procès parallèle fut mené contre un traducteur qui avait servi d'intermédiaire entre les SS et les détenus russes. Les prisonniers avaient consigné mentalement chaque dénonciation ayant abouti à une exécution, dressant des listes précises des camarades tués pour leur trahison. Son exécution incluait le même châtiment qu'il avait recommandé pour d'autres. Attaché à un cadre métallique avec du fil de fer, luxation de l'épaule et coups de matraque jusqu'à ce qu'il meure lentement. Les femmes organisèrent des vengeances ciblées contre les capots qui participaient à des abus sexuels et à des expériences de stérilisation. Un capot allemand qui avait aidé à identifier les victimes des radiations fut capturé par des survivants hongrois et exécuté avec des lames cachées pendant des mois. Les coupures furent appliquées lentement et délibérément, prolongeant l'agonie pendant des heures en représailles à des années de complicité de torture médicale. Les informateurs sans fonction officielle nécessitaient une identification plus complexe, reposant sur de multiples témoignages et des recoupements entre différents groupes nationaux. Un prisonnier tchèque, qui signalait systématiquement ses communications avec l'étranger, avait feint de participer à des activités clandestines pour obtenir des informations qu'il transmettait ensuite au SS. Son comportement fut décelé lorsque chacune de ces opérations aboutissait à l'arrestation et à l'exécution de ses organisateurs. L'élimination de cet informateur eut lieu dans l'atelier où il avait simulé un sabotage. Les prisonniers utilisèrent des outils confisqués après ses précédentes dénonciations, marteaux et clés à molette pour fracturer des os importants, leur assurant une conscience prolongée et une douleur équivalente à celle provoquée par ces trahisons.
Le processus dura toute la nuit, au cours de laquelle d'autres détenus récitèrent les noms des victimes de ces dénonciations. L'hôpital devint le théâtre de représailles particulières contre les assistants médicaux qui participaient à la sélection des victimes pour les expériences ou l'euthanasie. Ironiquement, ces collaborateurs étaient soumis aux mêmes procédures qu'ils avaient facilitées: injection de substances extrêmement douloureuses, intervention chirurgicale sans anesthésie et exposition à des températures extrêmes. Les prisonniers appliquaient délibérément des protocoles expérimentaux identiques à ceux utilisés sur des victimes innocentes. Des fouilles manuelles étaient également effectuées dans les baraquements administratifs afin d'identifier les prisonniers promus par les SS à des postes subalternes. Certains avaient servi comme interprètes, chargés de la distribution de vêtements ou de nourriture ou comme gardiens de nuit. Bien que tous n'aient pas été exécutés, au moins 12 d'entre eux ont été battus en public et violemment démis de leurs fonctions au sein du camp. Des notes cachées ont été découvertes dans le crématorium contenant des listes de noms rédigés par des détenus polonais et français, détaillant les collaborations internes durant les derniers mois du régime. Ces listes ont servi de base à la formation de petits tribunaux de campagne improvisés, où au moins 3 prisonniers débattaient brièvement du degré de responsabilité de l'accusé avant de prononcer une condamnation directe. L'un des cas les mieux documentés est celui d'un ancien boxeur allemand, capot de discipline physique. Il avait été recruté par les SS pour sa capacité à contrôler les prisonniers soviétiques. Après la libération, il fut contraint de combattre un groupe de détenus en guise d'humiliation publique. Vaincu et défiguré, il fut pendu à la porte de sa propre caserne. Les soldats américains ont adopté une politique de non-intervention dans ces processus internes. Officiellement, ils gardaient le contrôle du camp, mais en pratique, ils permettaient aux survivants d'organiser leur propre mécanisme de justice. Cette permissivité reflétait à la fois des limites pratiques et des considérations morales. Les troupes manquaient d'informations sur les hiérarchies internes complexes et s'appuyaient sur la connaissance des victimes pour identifier les responsabilités individuelles. Les méthodes d'exécution reflétaient un symbolisme spécifique associé à chaque crime. Les capots affamés étaient contraints de consommer des substances non comestibles jusqu'à leur mort. Les informateurs ayant signalé des tentatives d'évasion étaient pendus avec les mêmes cordes que lors des exécutions précédentes. Les collaborateurs médicaux subissaient des procédures identiques à celles appliquées aux victimes expérimentales. La documentation de ces événements fut volontairement limitée. Les prisonniers organisés détruisirent les preuves, enterrèrent les corps dans des fosses communes improvisées et évitèrent de constituer des archives susceptibles d'être utilisées ultérieurement contre eux. La justice était administrée selon des codes élaborés au cours d'années de résistance clandestine, et ses responsables ne recherchaient ni légitimité extérieure ni reconnaissance officielle des autorités militaires. Au total, on estime que les prisonniers ont procédé à entre 20 et 25 exécutions par jour durant les 3 premiers jours suivant la libération. Dans certains cas, les corps ont été discrètement déplacés vers des zones boisées proches du périmètre du camp. Des fosses communes y ont été creusées, mais leur localisation n'a pas encore été entièrement documentée. Les incidents comprenaient également des représailles internes entre nationalités. Des tensions latentes entre groupes ethniques ont brièvement refait surface pendant la vacance du pouvoir. À une occasion, un groupe de détenus yougoslaves a attaqué 3 prisonniers lituaniens accusés de collaboration avec l'administration nazie. Un seul a survécu. L'ensemble du processus a duré 72 heures, aboutissant à l'élimination de 40 à 60 collaborateurs identifiés grâce à de multiples témoignages. À l'issue de ce processus, une nouvelle hiérarchie s'est établie parmi les survivants, fondée sur la résilience dont ils ont fait preuve pendant leur captivité. Ceux qui avaient maintenu leur solidarité sous une pression extrême ont naturellement pris le leadership dans l'organisation de la vie post-captivité, tandis que ceux qui avaient survécu grâce à la complicité ont été éliminés ou marginalisés définitivement. Cette purge interne a révélé des aspects du système concentrationnaire absents des récits officiels de la libération. Dachau n'était pas seulement un lieu où les Allemands torturèrent des étrangers, mais un écosystème complexe où les victimes développaient également des mécanismes de collaboration et de résistance. La libération offrait l'occasion de régler leurs comptes non seulement avec les bourreaux officiels, mais aussi avec ceux qui facilitaient leur propre survie aux dépens de leurs codétenus.
Dachau, après le règlement final, le camp transformé en tribunal de guerre. Après le massacre initial et la stabilisation du site par l'armée américaine, Dachau ne fut ni démantelé ni fermé. L'ancien camp de concentration fut reconverti en base opérationnelle pour des fonctions militaires et judiciaires. Pendant 3 ans, il devint le principal centre de poursuite judiciaire pour les crimes nazis commis dans les camps de concentration, en particulier ceux non jugés par le tribunal de Nuremberg. À partir de mai 1945, les autorités militaires américaines utilisèrent Dachau comme centre d'internement pour les prisonniers nazis. Anciens SS, médecins du camp, administrateurs, capots, civils soupçonnés de collaboration et gardes subalternes furent emprisonnés dans la même caserne où ils avaient été bourreaux quelques semaines plus tôt. Les cellules du bunker furent réaménagées sans modification structurelle pour isoler les suspects les plus importants. Les casernes restantes furent réaménagées pour accueillir des centaines de détenus en attente de jugement. Sous la juridiction de la 3e armée furent organisés les procès de Dachau, une série de procédures judiciaires qui débutèrent en novembre 1945 et se poursuivirent jusqu'en août 1948. Au total, plus de 460 procès furent tenus, impliquant environ 672 accusés. Les tribunaux fonctionnaient sous l'autorité du droit militaire allié et suivaient une structure standardisée. Actes d'accusation, présentation des preuves documentaires, témoins oculaires, verdicts et exécution de la peine. Les appels étaient rares et les peines étaient exécutées rapidement. Le premier grand procès fut celui du personnel du camp de Mauthausen, au cours duquel 61 accusés furent accusés de crimes contre l'humanité. 49 furent condamnés à mort. Des procès similaires suivirent contre le personnel de Buchenwald, Flossenbürg et Dora-Mittelbau. Tous ces procès se déroulèrent dans la région de Dachau, dans une salle d'audience aménagée dans l'ancien bâtiment administratif du camp. La proximité géographique des lieux de crime était considérée par les autorités alliées comme un avantage logistique et symbolique. Les condamnations à mort étaient exécutées sur le terrain adjacent à l'ancien crématorium. Une potence portative permettant plusieurs exécutions y était installée. Les condamnés étaient transportés par petits groupes de la caserne à l'endroit prévu. Selon les archives militaires, au moins 324 personnes furent exécutées par pendaison entre 1946 et 1948. Les exécutions se déroulaient hors de la présence de la presse, de civils ou d'observateurs extérieurs. Seuls les militaires concernés et un médecin étaient autorisés à y assister. Parallèlement au procès, Dachau servit de centre d'interrogatoire pour les membres clés du régime nazi. La section G2 du département du renseignement militaire y installa des bureaux d'où elle coordonna les entretiens, l'analyse de documents et la collecte d'informations sur les structures opérationnelles SS, la localisation des scientifiques utiles et les réseaux clandestins encore actifs. Certains personnels subalternes, notamment ceux possédant une expertise technique ou logistique, furent libérés ou recrutés comme informateurs en échange d'une immunité partielle. Cette réappropriation du camp contrastait avec sa représentation symbolique dans le récit public. Alors que les médias américains décrivaient Dachau comme l'incarnation de l'horreur nazie, ces installations étaient utilisées pour poursuivre les responsables. Aucune adaptation significative ne fut apportée pour transformer le lieu en lieu de mémoire. Les miradors restèrent debout, les baraquements restèrent en service et le crématorium resta fermé mais intact. Dans les rapports opérationnels internes, Dachau était décrit comme un « centre de justice de campagne », ce qui permettait de justifier son utilisation généralisée sans intervention civile. Cette qualification permit d'éviter le transfert de milliers de prévenus vers d'autres lieux en Allemagne. La logistique, les ressources déjà disponibles et la proximité géographique de Munich faisaient du camp un centre idéal pour des procédures judiciaires de grande envergure. Le succès des procès qui s'y déroulaient était cité en exemple pour les futures interventions judiciaires dans les contextes d'après-guerre. En 1948, après la clôture officielle des procédures judiciaires et la dissolution des tribunaux militaires provisoires, Dachau fut transféré à l'administration civile allemande. Le démantèlement progressif du complexe fut ordonné en commençant par les baraquements en bois et les structures liées aux opérations judiciaires. Seul le crématorium, le bâtiment d'entrée et quelques sections du mur d'enceinte furent préservés,
qui ferait plus tard partie du futur mémorial. Les restes des personnes exécutées lors des procès furent enterrés dans des fosses communes sur le site. Aucun monument ni plaque commémorative ne furent érigés. Les archives relatives aux exécutions restèrent confidentielles pendant des décennies et furent conservées à Fort Belvoir, en Virginie. La reconstitution publique des procès ne commença que des décennies plus tard, lorsque la pression des archives et les demandes des familles des victimes conduisirent à la déclassification partielle des documents. Durant ces 3 années, Dachau a fonctionné comme un espace de transition entre 2 époques, celle de la terreur industrialisée et celle de la légalité militaire. Elle a été le théâtre d'extermination, de massacres, de justice sommaire, de justice formelle, d'exécutions administratives et, enfin, de fermetures bureaucratiques. Son histoire, entre 1945 et 1948, représente une phase méconnue mais cruciale du processus de responsabilisation immédiate appliqué à l'appareil répressif nazi. Une phase où la mémoire n'était pas encore une priorité et où la fonctionnalité opérationnelle dominait le récit. Silence militaire, la dissimulation de l'armée américaine. Le massacre de Dachau a placé le haut commandement américain face à un dilemme sans précédent. Les soldats alliés avaient exécuté sommairement des dizaines de prisonniers allemands en violation flagrante de la Convention de Genève. La réponse institutionnelle a été une opération de dissimulation qui a maintenu ces événements secrets pendant 4 décennies, démontrant ainsi la capacité de l'armée à contrôler les récits historiques lorsque les motivations politiques étaient suffisantes. Le lieutenant-colonel Felix Sparks envoya le premier rapport officiel le 30 avril décrivant « le contrôle réussi de l'objectif avec une résistance ennemie minimale ». Le document omettait délibérément les exécutions sommaires, qualifiant les pertes allemandes de « résultat des combats pendant la reddition ». Cette première version établit le modèle de distorsion qui allait perdurer pendant des décennies. La reconnaissance des faits fondamentaux tout en omettant systématiquement les aspects controversés. Le général Dwight D. Eisenhower reçut le 2 mai des câbles internes mentionnant des « incidents impliquant des prisonniers allemands », sans en préciser la nature exacte. Eisenhower, gérant l'effondrement total du Reich, délégua l'enquête aux commandements régionaux sans demander de détails immédiats. Cette délégation vers le bas permit aux responsables locaux de contrôler la portée et l'orientation de toute analyse ultérieure des événements. Le général George S. Patton prit la responsabilité de l'évaluation sur place et se rendit à Dachau le 5 mai. Sa réaction fut catégorique. Toute action entreprise par les troupes américaines était justifiée par les circonstances révélées. Patton adopte une philosophie privilégiant les résultats aux procédures, considérant les méthodes employées comme secondaires par rapport à l'ampleur des crimes allemands découverts. Le protocole interne de la 3e armée stipulait que toutes les exécutions de prisonniers devaient être signalées dans les 24 heures, mais cette procédure fut délibérément ignorée. Des documents internes indiquent qu'au moins 5 officiers de rang intermédiaire ont signé des rapports falsifiés qui omettaient toute mention explicite des exécutions. Le capitaine Raymond Dumont, officier adjoint du renseignement, fut l'un des responsables de la rédaction de notes de service qui s'apparentaient à des euphémismes tels que « neutralisation hostile non programmée ». La pression des organisations internationales et des correspondants de guerre informés des rumeurs força l'armée à ordonner une enquête officielle en juin. Le lieutenant-général Joseph T. McNarney fut chargé d'examiner tous les aspects de la libération. Son enquête se déroula sous des restrictions implicites. Il n'interrogea pas de simples témoins directs, ne sollicita pas le témoignage de survivants témoins des événements et ne chercha pas à quantifier avec précision le nombre d'Allemands exécutés. Le rapport McNarney, achevé en août, documentait objectivement des faits essentiels. Il confirmait les exécutions de soldats allemands après leur reddition, identifiait les officiers responsables et décrivait les circonstances émotionnelles qui les avaient motivés. Il concluait sans équivoque à la violation des règles de la guerre établies par les traités internationaux. Il recommandait toutefois de ne pas poursuivre le personnel américain, arguant que des circonstances exceptionnelles justifiaient les mesures prises. Parmi les annexes classifiées du rapport figurait un document intitulé « Implication politique des poursuites contre les troupes de libération », rédigé par les conseillers du comité des chefs d'état-major interarmés.
Ce document avertissait que l'ouverture de procès pour les exécutions de Dachau pourrait avoir des effets dévastateurs sur la perception internationale des États-Unis comme force civilisatrice en Europe. Cet argument a été déterminant pour que McNarney classe le rapport comme document confidentiel de classe A. Patton adopta immédiatement ces recommandations et, le 6 septembre, promulgua un ordre général clôturant officiellement l'enquête. L'ordre déclarait l'absence de preuves de mauvaise conduite, attribuant les rumeurs d'exécution sommaire à une confusion au cours des combats ou à une propagande ennemie visant à discréditer les forces alliées. Cette version s'imposa comme le récit officiel qui perdura pendant des décennies. La mise en œuvre de cette opération de dissimulation a nécessité des mesures spécifiques de contrôle de l'information. Tous les documents concernés ont été classés comme documents sensibles relevant de la sécurité nationale. Les officiers impliqués ont reçu l'ordre explicite de ne pas discuter des faits avec des journalistes, des historiens ou des militaires non directement impliqués. Une surveillance systématique a été mise en place pour détecter les fuites non autorisées. Le ministère de la Guerre a publié une circulaire interne, document 117B, limitant l'utilisation du terme « Dachau » dans les rapports d'après-guerre relatifs aux mesures disciplinaires. Les services de relations publiques ont reçu pour instruction de ne pas mentionner l'incident dans les documents de presse, les manuels d'histoire officiels et les campagnes de récompense. L'utilisation de ce terme n'était autorisée que dans les contextes de libération humanitaire. Les correspondants de guerre se heurtaient à des obstacles systématiques, refus d'accès aux témoins, retard dans la fourniture des documents demandés et interrogations sur leur patriotisme lorsqu'ils persistaient dans des enquêtes sensibles. Plusieurs journalistes furent réaffectés lorsque leurs enquêtes s'avéraient trop proches de la vérité sur les événements controversés de Dachau. Un rapport confidentiel du Counter-Intelligence Corps, CIC, daté de juillet 1945, mettait en garde contre d'éventuelles actions judiciaires sommaires menées sans supervision hiérarchique dans au moins 2 autres installations. Mais il fut classé sans suite car il s'agissait de cas à impact limité. Ce précédent démontre que la dissimulation de l'affaire de Dachau n'était pas un cas isolé, mais s'inscrivait dans une stratégie plus large visant à éviter tout procès d'après-guerre contre les troupes alliées. Ce silence persista jusqu'aux années 1970, lorsque les changements générationnels au sein de la direction militaire et les nouvelles préoccupations concernant la transparence gouvernementale exercèrent une pression pour que soient examinés les épisodes classifiés. Les mouvements de défense des droits civiques avaient sensibilisé l'opinion publique aux abus de pouvoir, créant un climat propice à la remise en question d'actions officielles jusque-là incontestées. En 1980, le docteur Howard Buchner a publié « L'heure du vengeur », un récit détaillé des événements observés, incluant les noms, les dates et des descriptions précises des méthodes employées. Bien qu'initialement accueilli avec scepticisme, le livre a suscité des enquêtes journalistiques qui ont corroboré son contenu, suscitant une pression publique pour reconsidérer les politiques de classification systématique. Buchner, médecin militaire en poste à Dachau, a également inclus des fac-similés de notes médicales originales et de dessins anatomiques documentant des blessures par balles incompatibles avec le combat, renforçant ainsi l'authenticité de son témoignage. L'éditeur a subi des pressions juridiques de la part du ministère de la Défense, mais n'a pas réussi à empêcher la publication en raison des lois sur les droits civiques du Colorado, où résidait l'auteur. En 1986, 41 ans plus tard, le rapport McNarney fut partiellement déclassifié sous la pression des organisations de défense des droits de l'homme. Ce document confirmait officiellement ce qui circulait depuis des décennies. Des soldats américains exécutaient sommairement des prisonniers allemands à Dachau, un fait délibérément étouffé depuis des décennies. La déclassification a suscité un débat public sur la moralité des actes et la justification de la dissimulation qui a suivi. Les historiens militaires ont soutenu que les exécutions, bien que techniquement illégales, étaient compréhensibles dans les circonstances. Les experts en droit international ont maintenu qu'aucune circonstance ne justifiait les violations de la Convention de Genève. Les vétérans étaient divisés entre ceux qui défendèrent ces actes comme une justice poétique et ceux qui déploraient cette tâche sur le bilan militaire américain. Le Sénat américain a demandé un examen des archives d'autres rapports militaires scellés entre 1945 et 1950,
ce qui a conduit à la découverte de documents supplémentaires sur Dachau conservés à Fort Belvoir en Virginie. Cependant, le processus de déclassification a été interrompu après qu'il a été établi que certaines sources citées étaient toujours vivantes et protégées par la protection de l'identité militaire. L'héritage de cette dissimulation a transcendé l'épisode spécifique pour devenir un précédent en matière de traitement d'informations sensibles lors d'opérations militaires. Elle a démontré la capacité institutionnelle à maintenir le secret pendant de longues périodes lorsque les motivations politiques étaient suffisantes. Mais elle a également révélé les limites de telles opérations lorsque les contextes politiques et générationnels évoluent. La vérité sur Dachau a finalement été révélée non pas grâce à une décision institutionnelle, mais grâce à des pressions extérieures et à des changements culturels qui ont rendu le silence intenable. La dissimulation avait protégé l'image des forces américaines pendant la période critique de l'instauration de l'ordre après-guerre, mais elle n'a pas pu effacer définitivement les preuves que même les libérateurs avaient été temporairement corrompus par la brutalité du système qu'ils détruisaient. Les événements du 29 avril 1945 témoignent que dans les guerres justes, la justice elle-même peut être corrompue par l'exposition directe au mal absolu. La dissimulation militaire s'est avérée efficace comme stratégie temporaire, mais insuffisante comme solution permanente à des dilemmes moraux complexes. La vérité historique, bien que retardée pendant des décennies, a fini par émerger lorsque les conditions politiques et culturelles l'ont rendue inévitable.